Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui l'équipe nous fait l'honneur de sa une, hein, vous le voyez, l'Olympique Lyonnais donc en une de l'équipe. Mais bon, le titre évidemment vient nous refroidir immédiatement, la désolation, avec à l'intérieur deux articles de Vincent Duluc et Hugo Guimet. Vous savez, on va dire les principaux journalistes affectés avec Hervé Penaud à notre équipe. Vincent Duluc fait un article, on va dire, sur le déroulement de l'été qui a conduit à la situation actuelle, alors que Hugo Guimet se focalise un peu plus sur le cas de Laurent Blanc. Et il y a également un article sur le mercato, donc on va faire un petit résumé de tout ce qui est dit dans ces articles. Alors, on n'apprend pas 50 000 choses, mais malgré tout, quelques petits trucs qui peuvent nous intéresser pour comprendre le contexte actuel, mais aussi l'avenir de Laurent Blanc, qui, évidemment, au regard des résultats, mais pas que, hein, il n'y a pas que les résultats qui sont portés en grief contre Laurent Blanc par la direction de l'OL, et on va regarder un peu tout ça. Donc le premier article est de Vincent Duluc, Lost in Transition. En fait, l'argumentaire global de cet article, c'est de dire que quand John Textor a évincé Jean-Michel Aulas, il l'a fait dans la précipitation, sans vraiment avoir préparé des échéances pourtant très importantes, le passage devant la DNCG, la nomination d'un président, d'un directeur sportif éventuel. Et évidemment, tout cela, c'est le point d'orgue du mercato qui, pour le moment, on est le 29/8. Finalement, on n'a pas tellement avancé, même si, bon, Laurent Blanc nous a garanti que Nuama allait être officialisé cette semaine. Ce n'est toujours pas le cas. Alors, ce sera peut-être le cas au moment où la vidéo sera publiée, mais en tout cas, à ce moment, ce n'est toujours pas le cas. Et donc en fait, on se rend compte que il y a tout simplement pas de pilote dans l'avion. Alors dans l'avion du sport, Santiago Cucci est certes président par intérim, mais on va dire il gère l'aspect business, l'aspect administratif de l'Olympique Lyonnais, mais ne s'occupe pas du sportif. Et en fait, c'est John Textor qui s'occupe du sportif, qui est en fait le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Et on comprend pas trop comment se prennent les décisions. D'un côté, vous avez Mathieu Louis-Jean qui essaye de contenter son entraîneur, tout en parfois s'opposant à ses choix. Un entraîneur qui voudrait des choses mais qui ne lui sont pas données. Il veut un numéro 6, il l'a toujours pas. Il veut des joueurs d'expérience, on lui ramène des jeunes. John Textor qui lui veut faire des coups, soit en allant chercher des joueurs à Molenbeek ou à Crystal Palace, ou bien le Ansley Maitland Knights, etc. On ne sait pas trop où on veut aller. Les recrues qui sont prises, on va dire, on ne comprend pas trop dans quel schéma elles s'inscrivent. En fait, le problème, c'est qu'en plus, Laurent Blanc, clairement, aux yeux de Textor, n'est plus là pour très longtemps. Recruter des joueurs sans savoir avec quel coach vous allez continuer, quel est le projet de jeu de ce coach, quel joueur a-t-il besoin. Finalement, on a l'impression que les joueurs y sont pris en vue de faire des plus-values futures. Donc on prend des mecs, certains pas chers, certains très chers, hein. Par exemple, Nuama, c'est quand même 30 millions, c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique Lyonnais pour un joueur de 19 ans que visiblement la direction espère valoriser pendant 2-3 ans et revendre à un tarif délirant en Angleterre ou ailleurs dans quelques années. Donc tout cela, évidemment, n'aide pas Laurent Blanc. Et en gros, Vincent Duluc dit que si Jean-Michel Aulas était resté à la tête de l'équipe comme c'était prévu avec le contrat de 3 ans, sans doute aurait-il fait passer le budget, et ça je pense que c'est la vérité, tout simplement parce que lui il avait déjà promis de vendre Lukeba, donc ça c'était fait, et si besoin il aurait vendu un ou deux autres joueurs. Donc il y a une certaine impréparation, clairement, et évidemment une tactique auprès de la DNCG qui n'a pas du tout été productive.
Autre chose qui est dite, c'est que effectivement Mathieu Bodmer a été envisagé pour devenir directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Il a une visioconférence avec John Textor, mais Mathieu Bodmer voulait venir avec une autre personne, Reda Hamache, et visiblement Textor, lui, il a préféré prendre Mathieu Louis-Jean parce que Mathieu Louis-Jean venait tout seul. Alors tout seul avec des collaborateurs, mais sans s'immiscer vraiment dans les décisions de gestion du sportif. C'est-à-dire que Mathieu Louis-Jean, il va essayer de recruter les profils qu'on lui demande, il va dénicher ces profils et les recruter, avec Vincent Ponceau sans doute pour l'aspect financier, alors que Mathieu Bodmer, lui, voulait définir la stratégie sportive, donc avec Hamache, etc., s'occuper du recrutement. Et ça, visiblement, ça ne plaisait pas trop à Textor, qui voulait garder la main sur ce sujet. Alors, le cas Laurent Blanc, qui évidemment cristallise toutes les critiques actuellement. Laurent Blanc a été maintenu par John Textor parce qu'il avait fait 3e des matchs retour, mais aussi, et ça c'est très important, parce qu'il avait le soutien massif des joueurs. Alors, est-ce que c'est toujours le cas ? Rappelez-vous, quand j'ai fait une vidéo pour la gestion de la crise, la première chose que je voulais savoir, c'est si Laurent Blanc voulait continuer, et la deuxième chose, c'est si les joueurs voulaient que Laurent Blanc continue. Bon, je ne sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, ça a été fait à la fin de la saison passée. C'est pour ça que Laurent Blanc est resté en charge de l'équipe. Alors Laurent Blanc, il a beaucoup de pression parce qu'il connaît déjà son successeur qui sera Bruno Lage. Il sait bien qu'évidemment il est dans l'œil du cyclone parce que les résultats ne sont pas très bons. Et en plus, au club, il n'y a que lui qui parle. Il est envoyé donc au feu et c'est lui qui finalement incarne la défaite actuellement. S'il y avait un président qui vienne sur le front, eh bien, c'est lui qui prendrait aussi la défaite dans la tronche. Mais là, pour l'instant, il n'y a que Laurent Blanc. Il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux pour voir à quel point il est contesté. Donc ça, évidemment, ça lui rajoute de la pression. Mais on reparlera de Laurent Blanc dans quelques instants avec l'article de Hugo Guimet. Alors, Vincent Duluc conclut son article. Alors bon, il parle des influences éventuelles de Jean-Michel Aulas. En gros, Textor a évincé Aulas, qui est un personnage quand même puissant du football français. Aulas essaye de lui envoyer des pots de banane. Quand vous virez un mec comme Aulas, il faut s'attendre qu'il le prenne quand même avec une certaine acrimonie et qu'il essaye de vous renvoyer le boomerang. Et donc Vincent Duluc termine en disant que John Textor va prendre la parole, donc je pense après la fin du mercato et le match du PSG, pour faire un point sur la situation. Il est évident que le comportement de l'équipe lors du match du PSG va conditionner beaucoup de choses, notamment la suite pour Laurent Blanc. Alors justement, puisqu'on en parle, Laurent Blanc, on va continuer sur ce sujet. Donc c'est Hugo Guimet qui s'y colle, et vous le voyez, Blanc, semaine décisive, qui se conclut évidemment le dimanche prochain avec la réception du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui a été extrêmement impressionnant face à Lens, Lens qui a quand même fini dauphin du PSG la saison passée, mais qui s'est fait littéralement découper en rondelles par le PSG. Et donc, évidemment, il n'est pas vraiment précisé dans l'article si une défaite entraîne automatiquement l'éviction de Laurent Blanc. Moi, je pense que c'est pas forcément une défaite qui va emporter son éviction, c'est plutôt le comportement de l'équipe, les efforts qui sont faits, etc., etc. Parce qu'en fait, dans les milieux d'Eagle Football, on considère que même avec les absents, même avec les suspendus, même avec un mercato pourri, on considère que l'équipe ne donne pas sur le terrain le minimum qu'on pourrait attendre. Il faut savoir que sur les 3 premiers matchs de la saison, l'Olympique Lyonnais est tout simplement l'équipe en Ligue 1 qui court le moins. Voilà. De toute façon, il n'y avait pas vraiment besoin de statistiques pour s'en rendre compte. J'avais évoqué ça dans des vidéos récentes. Quand je regarde les autres équipes et que je regarde l'Olympique Lyonnais, j'ai l'impression qu'on joue en pantoufles. Je me suis aussi beaucoup interrogé sur la préparation physique, puisque outre le fait que j'ai l'impression que nos joueurs ne courent pas, on a quand même beaucoup de blessés et des blessures musculaires qui en général sont liées à des problèmes d'intensité physique. Peut-être trop fort, peut-être qu'on a été trop fort pendant la préparation physique et qu'on est malheureusement en train de le payer. Ça, je ne sais pas.
Mais en gros, du côté d'Eagle, on dit mais regardez Lorient, mais regardez Reims, ils ont beaucoup moins de moyens, ils ont sans doute des joueurs qui sont moins forts, mais les mecs, voilà, il y a un projet de jeu, ils se donnent sur le terrain, et donc on peut pas accepter, même avec les absents, que l'équipe produise ce qu'elle produit actuellement. Et donc, ça c'est ce qui se passe sur le terrain, donc l'absence de points, l'absence d'engagement, l'absence peut-être de rythme, de projet de jeu. On dit regardez Lorient, regardez Reims, avec un effectif a priori moins qualiteux que celui de l'Olympique Lyonnais, ça cavale, il y a un projet de jeu, il y a un football enthousiasmant, et ce n'est pas du tout ce qu'on voit avec l'Olympique Lyonnais. Donc outre cet aspect sur le terrain, il y a 2 vidéos sur les réseaux sociaux. Alors bon, les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont, mais il faut savoir que les clubs surveillent énormément les réseaux sociaux, ils font des enquêtes, ils font des sondages. Et donc 2 vidéos récentes qui, on va dire, un petit peu fait grincer des dents. Une première vidéo qui a été publiée par Le Progrès, qui montrait, on va dire, une partie de l'échauffement des joueurs pendant un entraînement, où vraiment c'était à la cool, c'était tranquille. Bon, après la vidéo faisait 20 secondes et ça a commencé à partir sur des conclusions du style « Ah, ben quand on voit comment on s'entraîne, on s'étonne pas qu'on foute rien sur le terrain, etc. etc. » C'était 20 secondes, donc pris comme ça, isolé pendant l'échauffement, et c'est parti en sucette sur les réseaux sociaux. Bon, moi, j'ai vu cette vidéo, ça n'a même suscité aucune réaction, tout simplement parce que ça durait quoi, 19 ou 20 secondes, et il y avait des gens qui ont tiré des conclusions définitives. Enfin bon, c'est les réseaux sociaux. La deuxième vidéo, c'était à la mi-temps donc du dernier match à Nice, où on voyait les remplaçants s'échauffer avec des exercices que l'on fait dans les écoles de football pour les petits, pour les enfants. Et donc ça a fait beaucoup rire, tout le monde s'est foutu de la gueule de l'Olympique Lyonnais sur ce coup-là. Et ça aussi, ce sont des choses qui sont remontées auprès de la direction et en fait qui donnent une image un peu de branleurs, de gens qui ne travaillent pas. Vous vous souvenez que Laurent Blanc l'année dernière avait été extrêmement énervé contre Hugo Guimet, qui avait dit que sur les dernières semaines on foutait plus rien à l'entraînement. Que certains joueurs disaient même que ça bossait encore moins que sur Peter Bosz, où déjà on reprochait de pas beaucoup bosser. Donc tout ça décrit et démontre une culture un peu du je m'en foutisme. Alors quand les résultats sont là, bon, on laisse passer, mais évidemment quand les résultats ne sont pas là, on amalgame tout ça et ça crée une tension très explosive. Alors Hugo Guimet revient aussi sur le cas Bruno Lage, vous le savez, Bruno Lage, entraîneur de Botafogo, entraîneur portugais, entraîneur de Wolverhampton avant de se faire lourder après avoir perdu 14 de ses 15 derniers matchs et fait dépenser plus de 115 millions de recrutement à Wolverhampton et commencer la saison avec 4 défaites. Donc vous voyez, 4 défaites, ça nous parle aussi. Bon bref. Donc dès le début de l'été, John Textor, qui parle énormément aux journalistes, a laissé fuiter qu'il avait promis à Bruno Lage que ce serait son futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Hugo Guimet dit même que ce serait déjà acté pour le mois de décembre, donc à la prochaine trêve, Blanc va dégager quels que soient les résultats. Et d'ailleurs, Bruno Lage n'a signé un contrat que de 6 mois, ce qui est quand même très étonnant. La saison au Brésil se déroule durant l'année civile, c'est pas comme nous à cheval sur 2 années, donc elle sera finie au mois de décembre. Et donc, Laurent Blanc, évidemment, dans le vestiaire, c'est difficile. Votre autorité, elle est vraiment remise en cause dès lors que les joueurs savent que vous ne serez pas là dans 2-3 mois. Donc là aussi, Laurent Blanc, il doit composer avec ça, et puisqu'on connaît déjà son successeur, donc évidemment, une situation pas facile. Alors évidemment, le PSG arrive, tout le monde s'attend à ce qu'on prenne une rouste. Hugo Guimet ne dit pas s'il y a des fêtes, il y aura forcément licenciement. Moi je pense que c'est plutôt ce qui va se passer sur le terrain. Est-ce que l'équipe a abandonné le coach? Est-ce que le projet de jeu tient la route? Est-ce qu'on va trouver des solutions pour contrer le PSG, comme l'a fait Lorient, d'une certaine manière. Lorient a réussi à faire un match nul à Paris, ne produisant pas grand-chose, mais bon, si au moins vous récupérez un point et que vous montrez une adaptation tactique, même si c'est moche sur le terrain, je pense que personne n'en voudra à Laurent Blanc. Alors,
Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, il y aura une prise de parole. Est-ce que Laurent Blanc va être maintenu ou va être écarté? On va le savoir très très rapidement. Moi, si j'étais John Textor, je donnerais quand même un petit peu de crédit à Laurent Blanc. J'attendrai donc qu'il ait son équipe au complet, qu'il récupère ses blessés, ses suspendus, que le mercato soit fini. Je lui laisserai encore 4, 5, 6 matchs, faut voir, j'ai pas regardé le calendrier, mais enfin bon, quelques matchs pour faire ses preuves. Et je ferai un pacte avec lui. En fait, vous savez qu'avec la DNCG, même remplacer un coach, c'est difficile parce que vous devez lui verser ses indemnités. Je lui dirai, écoutez, Laurent, vous avez voulu une certaine équipe. Maintenant, vous l'avez. Je fais un deal avec vous. Si, par exemple, sur les 6 prochains matchs, vous prenez, admettons, 15 points, vous restez jusqu'à la fin de la saison. Si vous ne prenez pas 15 points, vous donnez votre démission. S'il donne sa démission, il n'y a pas d'indemnité et tout le monde est content. L'OL pourra engager un coach. Donc moi je pense que ce serait une bonne chose puisque finalement Laurent Blanc il dit je ne peux pas avoir les résultats avec l'effectif que j'ai. Si on lui donne grâce au mercato un effectif on va dire en cohérence avec ce qu'il souhaite, à ce moment-là ça prouvera bien que c'est lui le problème. Voilà, après toutes ces considérations, on va passer aux petites infos mercato que nous donne l'équipe dans l'article donc titré Mieux armé à la reprise. Donc on nous donne des nouvelles sur le fameux numéro 6 tout en nous précisant que Mathieu Louis-Jean doit faire quand même avec une situation très très délicate qu'il ne s'imaginait sans doute pas devoir bosser autant pour pouvoir clôturer des dossiers. On dit aussi qu'en interne, eh bien, on lui met là aussi des bâtons dans les roues. Vous voyez quand même l'ambiance dans ce club, elle est absolument hallucinante. Il y a vraiment un ménage à faire dans l'effectif, dans l'encadrement. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. Et donc, on nous dit que Guido Rodriguez reste la priorité. Alors, il y a beaucoup de conneries qui sont dites sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais le joueur, lui, il est d'accord pour venir à l'OL pour un contrat de 4 ans, sans doute avec un salaire très très important. Faut savoir que au Betis Séville, il demande un salaire équivalent à celui de William Carvalho, c'est-à-dire environ 2,5 millions. Pour des joueurs de ce calibre, à l'OL, on est à 4 millions. Hein, donc bon. Ce que je constate, c'est que malgré toutes les manipulations qui sont faites sur les réseaux sociaux, c'est que pour le moment, à l'heure où je fais la vidéo, je précise, il n'a toujours pas prolongé au Betis. C'est pas un bras de fer entre lui et l'OL. Lui, il est d'accord pour venir à l'OL. C'est un bras de fer entre l'OL et le Betis. Et le Betis a dit qu'ils allaient prolonger Guido. Seulement Guido, il ne veut pas. Donc, il y a un moment donné, il faudra que quelqu'un lâche. Ça reste un bras de fer. Donc comme j'ai fait la vidéo sur Rade Krunic, là aussi, Krunic est d'accord pour venir à l'Olympique Lyonnais. Et il semble aussi que le Milan AC soit d'accord pour un prêt. La seule résistance, bien c'est l'entraîneur Stefano Pioli qui a mis un veto absolu au départ de Krunic. Mais bon, si le joueur est d'accord et que la direction est d'accord, le pauvre Pioli, je pense qu'il n'aura pas son mot à dire. Dernier sujet, bon bah là aussi c'est pas vraiment une grosse surprise. Mama Baldé, hein, donc je vous renvoie à ma vidéo sur Krunic et Baldé, l'attaquant qui viendrait en doublure de Lacazette, mais qui a aussi, et ça c'est très très intéressant, la capacité de jouer dans l'aile, ce qui permettrait avec Krunic plus Cacré et éventuellement Rodriguez, de passer avec un 4-2-3-1 qui tiendrait vraiment la route. D'ailleurs, vous pouvez le voir quand même, et ça c'est très intéressant. Je ne sais pas si Hugo Guimet a pris cette initiative ou s'il a des infos, mais vous remarquez qu'il a proposé une équipe possible après la trêve. Donc Lopez, Mata, Caleta, Charles, Tagliafico, jusque-là, rien de très particulier. Mais vous voyez qu'il n'y a pas Corentin Tolisso. Hein, donc ce serait Cacré et Krunic devant la défense en 4-2-3-1. Bon, moi ça c'est une équipe qui me plaît énormément, hein, même si j'attends davantage de Cacré. Mais ça c'est une équipe qui me plaît énormément, avec Nuama plutôt du côté droit, donc qui a la capacité de revenir sur son pied gauche, Barcola plutôt à gauche pour revenir sur son pied droit, et Cherki
en soutien de Cacrès. Si on me dit que cette équipe-là joue le maintien, franchement, ça me fait plutôt rigoler, hein. Donc voilà pour les infos du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.